Vous savez combien ça coûte d'acheter un bien immobilier à Monaco? Franck Biya a tout un domaine à Monaco. Les jumeaux Heinz, eux aussi, ils ont des maisons partout à Monaco et en France. Mais ils ont pris l'argent là où leur père était taximan. Ils ont pris l'argent là où c'est l'argent du pays. Et donc, ils appauvrissent le Cameroun. Et c'est en France qu'ils partent garder cet argent. Le pétrole du Cameroun aujourd'hui est confisqué. Tout le pétrole qu'on exploite au Cameroun est destiné exclusivement à l'exportation. Mais on se pose la question de savoir comment est-ce que c'est possible? Mais on comprend aisément que c'est le père de Chantal Biya qui négocie tous ces contrats. Et donc, il négocie ces contrats en faveur de son pays, la France. Le père de Chantal Biya s'appelle Georges Vigourou. Il négocie les contrats pétroliers, les contrats miniers au Cameroun. Ah oui, bien sûr que son père est vivant. Il négocie les contrats pétroliers et les contrats miniers au Cameroun. Oh non, attends un peu Bismarck, je vais te bloquer. Comme ça, là, tu ne vas plus apparaître sur mes vidéos. Ça te va bloquer. Pas un tour. C'est lui qui négocie les contrats miniers, les contrats pétroliers. Et ce n'est pas étonnant que tous les gros contrats miniers et les gros contrats pétroliers sont gagnés par des sociétés françaises. Même si après ces sociétés-là font la sous-traitance aux Chinois. Donc Chantal Biya aujourd'hui, actuellement, en ce qui concerne le pétrole, elle traite aujourd'hui avec Nathalie Moudiki, la femme d'Adolphe Moudiki, qui est le président directeur général de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Il est déjà aussi vieux comme bien fatigué, un légume debout. Et c'est sa femme, Nathalie Moudiki, qui est encore jeune pimpin. Tous les jeunes garçons mannequins du Cameroun et du monde entier la connaissent parce que celle-là, c'est une PV, elle aime seulement les jeunes mannequins, là, c'est là-bas qu'elle verse l'argent de notre pétrole. Par contre, Ma Chantou, elle a choisi de jeter son dévolu sur le plus proche collaborateur de son mari qui est Ferdinand Ngongo. Donc, comme c'est la copine de Nathalie Moudiki, c'est avec Nathalie Moudiki que les gars, ils traitent les affaires du pétrole du Cameroun aujourd'hui. Tout le pétrole du Cameroun est vendu à l'avance. Donc ça veut dire que si vous reprenez même le Cameroun, aujourd'hui, il va falloir bagarrer pour récupérer les contrats pétroliers. Toutes les mines du Cameroun sont vendues à l'avance. Mines de diamants, mines de fer, mines d'or, les mines d'or. Ils ont vendu ça à l'avance. Toutes les mines. Est-ce qu'ils vous ont déjà fait le bilan de l'or qui sort du Cameroun? Ils vous ont fait le bilan de la quantité de diamants qui sort du Cameroun? Est-ce que, depuis que Paul Biya est au pouvoir, il vous a déjà fait la comptabilité du pétrole qui est exploité au Cameroun annuellement? Répondez. Répondez. Bon. Quand ma femme me disait que la coiffure, s'il me va à merveille, là, je croyais que c'était la blague. Mais moi-même, je vois que c'est bien. C'est bien, non? C'est bien, non, les gars? C'est bien, non? Ah, ma femme, elle aime maintenant me faire les bisous sur la tête. Non, moi, un bisou sur la tête parce que ma tête est rasée. Est-ce qu'ils vous ont déjà fait la comptabilité, n'est-ce pas, de la quantité de pétrole qui sort annuellement ou à un jour, c'est-à-dire même si c'est depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut vous dire que bon, les 20 dernières années, on a exploité telle quantité de pétrole, l'argent est parti à gauche, l'argent est parti à droite.
Est-ce que Paul Biya, un jour, vous a déjà fait la comptabilité du pétrole qui est exploité au Cameroun? On est seulement là dans les chiffres estimatifs. À une époque, on exploitait 200 000 litres de pétrole par jour, 200 000 barils de pétrole par jour. Après, maintenant, patati patata, c'est que c'est monté, voilà que c'est descendu. Vous ne trouvez aucun vrai chiffre nulle part. Pourtant, le pétrole quitte du Cameroun tous les jours. On a une raffinerie, la Sonara, laissée par Aïdjo, qui nécessitait seulement un aménagement pour une somme, disons, de 500 milliards de francs CFA, afin de pouvoir être capable de raffiner notre propre pétrole qui est très lourd. Parce qu'on a l'un des pétroles de meilleure qualité au Cameroun, le pétrole qui est actuellement exploité offshore, là-bas au sud-ouest. On a l'un des meilleurs pétroles. Vous voyez un peu? Et donc, les gars ont été incapables, depuis 1982, malgré tout l'argent qu'Aïdjo a laissé, d'aménager la Sonara pour que la Sonara soit capable d'exploiter notre propre pétrole. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour faire tourner la Sonara, on fait venir le pétrole brut du Nigeria. Pour faire tourner la Sonara, on fait venir le pétrole brut du Nigeria. Le pétrole léger. Et depuis que la Sonara a brûlé, depuis 2019, ils ont trouvé une autre façon de faire le business. En fait, on dirait que c'est eux-mêmes qui ont brûlé la Sonara. Parce que les gars avaient découvert avant même 2019 qu'ils pouvaient acheter le pétrole à l'étranger au nom du Cameroun et revenir vous vendre ça sur le marché camerounais. Et revenir vous vendre ça sur le marché camerounais. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Depuis 2019 que la Sonara a brûlé, vous savez ce que les gars vous font? Je vous explique ça ici tous les jours. Ils vont voir les traders. Ils prennent le pétrole, le carburant, au nom de l'État du Cameroun. Donc ils prennent à crédit, avec des lettres de crédit. Ils acheminent ça au Cameroun. Quand ça arrive au Cameroun, le litre de carburant, de super, on prend l'exemple du super, coûte 340 francs. Tout taxe confondu, quand ça arrive à la SCDP, c'est-à-dire à la société de stockage, 340 francs le litre. Mais quand ça sort de la SCDP, de la SCDP, c'est pour livrer aux marketeurs, c'est-à-dire les stations de service, tous ceux qui vous vendent le carburant sur le terrain là-bas. Le litre quitte de 340 francs prix d'achat à 840 francs à la pompe. Et donc, ce n'est pas votre pétrole. C'est un pétrole qui sont partis, les puzzles, encore. Merci. Les gars, pardon, vraiment tapoter encore, ils m'ont mis les puzzles pour tirer. C'est un carburant qui sont partis prendre à crédit afin de venir vous vendre et verser l'argent à ceux chez qui ils sont partis prendre le carburant à crédit. On appelle ça comment? On appelle ça le Bayam Selam. Donc vous êtes les clients de ces membres du gouvernement. C'est pour ça que tous sont dans le pétrole. Chantal Biya a les stations-service, Babo qui a les stations-service, Mondoyolo a les stations-service, Banku a les stations-service, dernièrement Amougou Beninga station-service. Ils sont nombreux qui sont entrés dans le marché de la vente de carburant. Pourquoi? Parce que désormais, le carburant vendu au Cameroun est un carburant qu'on achète ailleurs, on ramène sur le marché camerounais, on vous vend et on engrange des bénéfices. C'est pour ça que vous ne voyez pas où l'argent du carburant part. Vous achetez le carburant extrêmement cher au Cameroun parce que c'est devenu leur business. En réalité, le litre de carburant ne devrait pas coûter plus de 400 francs CFA au Cameroun. Mais le pétrole camerounais, vous allez me demander que mais finalement le pétrole camerounais part où? Le pétrole camerounais va seulement chez les Français. C'est destiné exclusivement à l'exportation. Donc quand on pompe le pétrole au Cameroun là, comme c'est brut là, c'est comme ça que ça entre dans les bateaux et ça part.
Personne ne vous dit combien ça coûte, combien on a versé au Cameroun, ce que ça rapporte ou rien. C'est le business privé de Paul Biya. Il ne faut pas en parler. Et donc, pour vous servir le carburant sur le marché camerounais, vous devenez des clients, on va acheter, on va prendre à crédit, on vient vous vendre, on retire 340 francs, on rembourse à ceux à qui on a pris le carburant, et le reste de 500 francs qu'on vous a ajouté par litre, on essaye de diviser, on prend 4, on met dans la poche. Et après, on vient vous dire qu'on subventionne le carburant. C'est pour ça que le litre coûte plus de 840 francs. Mais oui, Georges, j'ai dit ça l'autre jour. En janvier, si le litre va coûter plus de 1100 francs, ils vont augmenter le litre du carburant en janvier. Ils ont déjà annoncé ça, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont annoncé, soi-disant, la fin des subventions. Or, il n'y a jamais eu de subvention. C'est juste que le FMI leur impose de vendre, n'est-ce pas, le carburant cher sur le marché afin d'éponger une partie de leur dette. Donc, ils vont retirer un peu d'argent sur ce qu'ils augmentent sur le prix du carburant qu'ils vous vendent là pour éponger les dettes, une partie des dettes du Cameroun. N'est-ce pas, sans oublier de retirer ce qui leur revient et qui va aller dans leur poche. Ce n'est même pas qu'ils vont never give up. Ils ont déjà annoncé qu'il n'y aura plus de subventions. Donc, désormais, on va vendre le litre du carburant au prix imposé par le FMI, c'est-à-dire plus de 1100 francs le litre. À partir de janvier 2026, ce sera inscrit, n'est-ce pas, dans le budget du Cameroun. À partir de janvier 2026, vous allez acheter le litre de carburant à plus de 1100 francs. Ah! Oui, merci beaucoup, hein, la loi des finances. À partir de 1100 francs. Donc, ils vont continuer d'aller prendre le carburant à 340 francs et venir vous vendre à 1100 francs. Il n'y a aucune subvention sur le carburant. L'État ne subventionne rien. Les 1000 milliards et consorts qui vous disent chaque année, là, c'est juste un détournement de fonds. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous partez acheter, disons même que vous partez acheter avec l'argent du Cameroun, vous partez acheter le carburant, le litre à 350 francs, et vous venez vous vendre sur le marché à 840 francs, et vous dites que vous subventionnez pour que ça coûte cher, que en fait c'est même moins cher. Donc normalement ça devrait coûter 1100 francs, mais comme on est gentil, on subventionne. Et donc désormais on ne va plus subventionner et vous allez acheter au prix normal. Comment? How? How? Donc le prix normal, c'est 1100 et poussières. C'est le prix que le FMI leur impose. Et comme ça, dans ça, ils vont retirer un peu d'argent pour rembourser les dettes qu'ils doivent à gauche, à droite, patati patata. Ils vont même rembourser où? Mais les gars se sont arrangés à garantir ce qu'eux, ils gagnent par litre de carburant vendu au Cameroun. Ah oui! Ils ont été incapables de refaire la Sonara. Pourtant, par litre de carburant que vous achetez au Cameroun, vous payez 47,8 francs. Par litre de carburant que vous achetez à la pompe, vous payez 47,8 francs de taxe. Une taxe qui a été augmentée dans le but de reconstruire la Sonara depuis 2019. Donc, vous avez payé environ plus de 700 milliards depuis 2019. Dans le but de reconstruire la Sonara. Sauf que la Sonara est toujours là. La Sonara n'a jamais été reconstruite. Depuis 2019. Ça fait... Voilà, merci beaucoup. Taxe de soutien à la Sonara. Merci beaucoup. Depuis 2019, vous payez 47,8 francs en soutien à la Sonara. Chaque litre de carburant vendu au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte de cette supercherie? Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ce dans quoi vous êtes? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un business énorme et c'est Chantal Biya qui est à la tête de ça actuellement. Les Français. Personne d'entre eux n'a renoncé à sa nationalité française. Elle est capable normalement, même si elle est française de naissance, que son père est français, de faire valoir sa nationalité camerounaise et de renoncer à la nationalité française.
Tu peux être né français, mais tu renonces à ta nationalité française. Quand tu es la première dame dans un pays, mais non. Tous leurs enfants ont la nationalité française. Vous croyez qu'ils gardent cette nationalité, pourquoi? Elle-même, elle a la nationalité française. Paul Biya a la nationalité française. Eux, ils gardent cette nationalité, pourquoi, selon vous? Vous avez vu Macky Sall. Macky Sall aussi avait la nationalité française. Dès qu'il est parti du pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son ami Macron. Son ami Macron l'a nommé quelque part où c'est ambassadeur de quoi à l'ONU pour le compte de la France. Un ancien président d'un pays, à peine tu quittes le pouvoir, tu cours, tu fuis, tu pars voir ton ami. Il a fui, il est parti au Maroc. Macron l'a nommé. Donc maintenant, là, c'est un diplomate. Vous voyez un peu, donc il ne va pas tomber sous le coup de la justice sénégalaise. Macky Sall, ancien président du Sénégal, avait la nationalité française. Et ils sont nombreux comme ça. Vous avez Jean de Dieu Momo là comme ça, qui est aux États-Unis actuellement en train de bagarrer pour avoir la nationalité américaine, s'il ne l'a pas même déjà. À Tangandi, ses enfants sont aux États-Unis, tous naturalisés américains. À Tangandi, qui est là en train de gueuler les Camerounais tous les jours jusqu'à ce qu'il veut seulement brûler tout le Cameroun là. Ses enfants sont américains. À Tangandi, que vous voyez là. Il a le truc, le séjour aux États-Unis, la green card aux États-Unis. Il a la green card, je crois, aux États-Unis. C'est comme ça qu'on appelle ça là-bas, la carte de séjour des États-Unis là. À Tangandi, que vous voyez, et tous ces ministres-là, leurs enfants ont des nationalités étrangères. Ah, d'accord, Emmanuel, merci beaucoup. Tous leurs enfants ont les nationalités étrangères. À Tangandi, Grégoire Wona, Famandongo, tous là, tous ont des nationalités étrangères. Pourtant, ils sont les dirigeants d'un pays. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Même leurs enfants qui viennent faire nommer préfet, sous-préfet, gouverneur, là, tous ont des nationalités étrangères. Tous ont des nationalités étrangères. C'est leur garantie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit soulèvement là, comme ça, les gars seront les premiers à appeler leurs ambassades que évacuez-nous. Ils vont faire valoir leur nationalité. C'est ça, mais bien sûr, Nanda, parce qu'ils ne considèrent pas le peuple. C'est pour ça que les gars refusent la double nationalité depuis. Ils ne considèrent pas le peuple camerounais. Ils refusent la double nationalité parce qu'ils savent que la diaspora camerounaise est une vache à lait. Donc vous devez payer le visa. Vous savez combien ça coûte le visa pour venir au Cameroun? C'est 200 000 francs. 300 €. Le visa pour venir au Cameroun, si tu as une famille de 5 enfants pour venir au Cameroun, tu vas payer au moins 1 million pour le visa. Tu vas payer au moins 1 million pour le visa et ils le font exprès. Parce que s'ils mettent la double nationalité, vous n'aurez plus besoin de visa pour aller au Cameroun. Ça veut dire que même si tu as la nationalité française ou n'importe quoi, une nationalité étrangère, tu fais valoir tes droits camerounais et puis pap, tu pars. Le Cameroun a le passeport le plus cher de la planète. Vous pensez qu'ils vous font tout ça pourquoi? Parce que la diaspora c'est une vache à lait. Si les gars suppriment les affaires de double nationalité, l'interdiction de la double nationalité, là, ils vont perdre une grosse niche d'argent qui leur permet de vivre. Une grosse niche d'argent. Vous savez combien vous payez en termes de visa pour aller au Cameroun? Combien ça leur rapporte? Vous n'imaginez même pas. Et quand vous allez à l'ambassade pour des services consulaires et consorts, les gars vous prennent l'argent en cash. Ils vous prennent l'argent en cash. C'est ça la réalité. Le peuple camerounais est la vache à lait de ses dirigeants. Donc les dirigeants, ils sont là, non pas pour travailler pour le peuple, mais pour dépouiller le peuple. Et c'est avec la complicité des gens qui disent qu'ils sont des opposants, parce que ce sont ces opposants-là qui les aident à se maintenir. Ces opposants-là vont les aider à faire passer un autre mandat à Paul Biya. Ces opposants-là pouvaient très bien stopper
stopper la mascarade en décidant de ne même pas aller à l'élection présidentielle. Parce que tous ceux qui sont là actuellement, ils savent que ce ne sera pas possible de battre Biya. Ils le savent tous, que ce ne sera pas possible. Mais ils y vont parce qu'il faut légitimer le pouvoir de Biya. Ils n'y vont pas parce qu'il faut changer quoi que ce soit. Voilà la triste réalité dans notre pays qui est dirigée par une famille française. Une famille française à la tête du Cameroun. En invalidant abusivement la candidature de Maurice Kamto, ils vont également supprimer vos espoirs. Pour vous dire que vous n'avez pas le droit de choisir autre chose. Ils savent que comme Maurice Kamto n'est pas là, il y aura un fort taux d'abstention à l'élection présidentielle qui arrive. Parce que pour vous dire vrai, le Camerounais, pour qu'il sorte dans les rues, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux dépend de sa journée. Ce qui veut dire que les gars vivent au jour le jour. Personne d'entre eux n'a une garantie. Donc ils vivent au jour le jour. C'est-à-dire que le matin, il sait que lui, là, il va aller faire sa moto, il va gagner ses 2000, c'est ce qui va gérer sa journée. Et le lendemain, il s'attend à aller faire ses 2000. Donc s'il ne part pas, il va vivre comment? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est dans cette dépendance que le régime Biya les a mis pour les empêcher de se réveiller et de dire que mais ça, ce n'est pas une vie. Parce que lorsque vous atteignez le stade de survivant dans votre propre pays, c'est très difficile de se soulever. Pour un tout ou pour un rien. Et le peuple camerounais a été zombifié. Dans ce sens-là. Zombifié. Vous regardez, cet homme, il y a un trend là sur les réseaux sociaux. Quand je me lève un peu là, et puis dès que j'ai 2 minutes, je vais un peu voir ce qui se passe. Je vois les routes qu'on filme à Douala, Yaoundé, les routes détruites, les routes détruites, les routes détruites. À une époque, je faisais cet exercice ici, vous vous rappelez, sur TikTok, je filmais, je vous postais des routes détruites, tous ces trucs cassés au Cameroun. Mais c'est comme si, quand tu montres ça aux Camerounais, ils sont contents d'être dans ça. C'est bien comme aujourd'hui, c'est vous-même les Camerounais qui prenez la décision de filmer et de poster. Vous voyez les conditions dans lesquelles les Camerounais vivent, mais ils savent quand même, malgré ces conditions-là, rester muets, rester tranquilles. Vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Vous avez vu, on a validé le faux au sommet de l'État. Vous croyez que ça n'allait pas avoir de répercussions sur vous? Vous voyez ce qui se passe au Canada, où on est en train de réfuter tous les diplômes présentés par les Camerounais. Parce qu'on estime que leurs diplômes-là, on soupçonne du faux. Est-ce que je ne vous avais pas dit que c'est ce qui devait arriver? Est-ce que je ne vous avais pas dit que c'est ce qui devait arriver? Vous avez suivi Aristide Mono l'autre jour dans son truc le matin là, où il parlait des investisseurs qui ont décidé de ne plus venir au Cameroun. N'est-ce pas, je vous avais dit ça aussi? Je vous avais dit ça ici, non? Le même jour même où les gens du Conseil constitutionnel ont fait ce qu'ils ont fait là. Je vous avais dit ça, qu'il y aura des répercussions même sur le plan international. Parce que ce qui s'est passé là-bas au Conseil constitutionnel, vraiment, ça dit que je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est tellement absurde. Je vous avais dit ça ici. Il y a des investisseurs qui ont décidé de ne plus venir. Ils sont nombreux ont décidé, ils ne veulent même plus entendre parler du Cameroun. Parce que quand la plus haute cour de justice de votre pays valide l'imposture, et c'est repris par des médias internationaux très suivis comme les TV5, France 24, BBC. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir? Et cela va se répercuter sur vous les Camerounais parce que les prix vont augmenter sur le marché. Quand les gens là vont vouloir aller prendre le crédit en votre nom, parce que quand ils veulent absolument rester au pouvoir, c'est parce qu'ils vont partir signer au nom du Cameroun pour prendre l'argent. Si on devait leur donner un taux de pourcentage sur le crédit de 10%, on va leur donner à 40%. D'ailleurs, ça se fait même déjà, parce que les gars partent demander l'argent. Ailleurs, on leur dit que 8%, 9%. Par contre, quand c'est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on dit 3%, 2% de taux d'intérêt. Donc, au
Cameroun, on dit que non, on va te donner le taux d'intérêt à 9%, 8%. Le même argent au Sénégal, on dit au Sénégal qu'on va lui donner à 3%, 2%. Côte d'Ivoire, pareil, 2%, 1% et 1,5%. 1% et demi, je sais plus comment on peut dire ça en français. Oui! Et maintenant, ça va augmenter. Pourquoi ça va augmenter? Eh bien, parce qu'on vous avait montré qu'on n'est pas fiable. Ah, ton fils, il ne veut pas me laisser. Il n'a jamais vu autant de noirs. Et oui. Donc, ça a des répercussions sur le plan international. L'image du Cameroun a été détruite, salie par les gens qui vous dirigent. Et le fait pour vous d'accepter ça, c'est que vous acceptez également les répercussions que cela va avoir. Et c'est vous qui allez payer parce que eux ils ne payent rien. C'est vous qui achetez le pain dans la boulangerie, eux ils ont gratuit. C'est vous qui achetez le carburant à la pompe cher, eux ils ont les bombes de carburant, c'est gratuit. C'est vous qui achetez les voitures, eux c'est gratuit. C'est vous qui achetez pour eux. Vous achetez le pain pour vos enfants et vous achetez pour eux. Vous achetez les voitures pour vous, vous achetez pour eux. Vous achetez le carburant pour vous, vous achetez pour eux. Ils vivent grâce à vous. C'est vous qui voyez tout ça. Même si le kilo de viande devient 10 000, eux, ils n'achètent pas le kilo de viande. Eux, ils n'achètent pas le kilo de viande. Le pain coûte 500 francs à la boutique, eux, ils n'achètent pas le pain. Tout est gratuit pour eux. Tout est gratuit pour eux. Donc, les prix peuvent augmenter à n'importe quel niveau. Eux, ils ne ressentiront jamais ça. Et ce n'est pas parce que c'est normal, ce n'est pas parce que c'est une norme, non, c'est parce qu'ils ont passé le temps à endetter le pays et ne rien faire avec l'argent. Ils ont passé le temps à endetter le pays et ne rien faire avec l'argent. Rita, je suis contre ce genre d'argument que chaque Camerounais détruit le pays à son niveau, c'est faux. Si tu as des enfants et que tu ne les envoies pas à l'école, tu ne vas pas venir te plaindre que tes enfants sont sous-éduqués. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu as les enfants, tu ne les envoies pas à l'école et après tu viens encore te plaindre que tes enfants sont sous-éduqués. Non. La première responsabilité envers les citoyens vient des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui régulent. Ce sont les dirigeants qui régulent. À aucun moment on ne peut accuser la population d'être responsable de la décrépitude de son pays quand il y a des dirigeants totalement incompétents. Détournement de fonds, ils sont là. Dépravation des mœurs, c'est eux. Malgouvernance, en général, c'est eux. Le peuple n'est que victime. Le peuple n'est que victime. C'est ça la réalité. Le peuple n'est que victime. Donc on ne peut pas venir dire que chaque Camerounais détruit à son niveau. Non, les Camerounais sont des survivants dans leur propre pays. Parce qu'ils sont des esclaves, ils sont soumis. C'est un peu comme si, n'est-ce pas, tu accuses les esclaves qu'on est venu prendre en Afrique et ramener aux États-Unis. Tu accuses ces esclaves, n'est-ce pas, d'être des esclaves. Tu dis que mais pourquoi est-ce que vous êtes des esclaves? Ça n'a pas de sens. La contrefaçon là, c'est toujours eux. Parce qu'ils vivent de ça, de la contrebande. Le grand banditisme, les kidnappings que vous voyez là, c'est toujours eux. Ce sont eux qui ont les groupes armés, ce sont eux qui donnent les armes à feu. Quand vous avez acheté avec le budget de l'État, ils donnent des armes à feu, ils prêtent des armes à feu aux bandits. Combien de fois à Yaoundé, à Douala, on a arrêté des bandits qui ont avoué que les armes à feu qu'ils utilisent viennent des hommes en tenue avec qui ils travaillent. Des fois même ce sont des militaires, des policiers, des gendarmes qui sont devenus des braqueurs qu'on arrête. Donc quand vous parlez de faux là, eux-mêmes ce sont eux qui facilitent le faux. Pourquoi tu n'entres pas avec le faux en France? Pourquoi tu n'entres pas avec le faux en France? Par exemple, parce qu'il y a des règles de contrôle. Si on constate qu'il y a un dirigeant qui valide le faux, c'est-à-dire que si des faux produits entrent en France,
On va commencer à cheminer à partir de la douane, là où ces produits-là sont partis, jusqu'à arriver là où c'est arrivé là. Tous ceux qui travaillent sur la chaîne, il y aura une enquête pour savoir d'où vient le fait que le faux est entré dans le pays. C'est ça la réalité. Vous avez des gens qui se lèvent le matin parce qu'ils veulent survivre, ils vont aller faire des faux médicaments, ils viennent au Cameroun avec. Ça arrive à la douane, ça passe. Non, si on arrive à la douane et qu'on constate, on stoppe tout ça, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Vous avez des gens qui vont en Chine acheter des choses mal fabriquées, ils viennent au Cameroun avec, ils vendent aux gens. À la douane, ça passe. On s'en fout. On ne regarde pas la norme ni la qualité. Hein? On ne regarde pas la norme ni la qualité. Tant que tu donnes une petite enveloppe à la douane, ça passe. Donc tu ne vas pas accuser la population qui essaie de s'en sortir. Tu es là, dans un pays, tu ne diriges, tu ne contrôles pas. Les gens se mettent à vendre le coup, la poudre blanche. Ça prolifère partout. Ça prolifère partout. Tu vas te plaindre que les populations vendent la poudre blanche ou bien tu vas te plaindre du fait que l'État est laxiste et laisse faire ces choses-là. Parce que si les dirigeants sont là, c'est effectivement pour que ce genre de choses n'arrive pas. Alors, si ce genre de choses arrive au vu et au su des dirigeants, ça veut dire que les dirigeants ont laissé que ça arrive. Et s'ils ont laissé que ça arrive, ça veut dire qu'ils ont leurs intérêts dans ça. À une époque aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé? Et vous parlez là des années de 80 à 80, dans les années 80 jusqu'en 95, comme ça là aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement américain a expressément laissé entrer la drogue aux États-Unis pour détruire les Noirs américains. Ils ont laissé entrer la drogue avec, n'est-ce pas, ils ont utilisé la CIA, des agents de la CIA pour faire passer la drogue de l'Amérique du Sud jusqu'aux États-Unis, cheminer cette drogue vers la communauté noire, choisir quelques dealers dans la communauté noire qui vont vendre cette drogue dans la rue et ils vont ensuite récupérer l'argent de ça pour financer des rébellions en Amérique du Sud. Le gouvernement américain ne voulait pas financer ouvertement les rébellions dans ces pays-là. Donc, ils ont trouvé ce moyen en même temps pour nuire à la communauté afro-américaine qui était devenue, c'est-à-dire que la cible de ces politiciens-là. Et c'est dans cette communauté afro-américaine, à cause de la misère, que la drogue passait le mieux. Et donc, ils ont fait venir, ils faisaient fabriquer les drogues dans ces pays-là, par les rebelles de ces pays-là. Ils faisaient entrer la drogue aux États-Unis. Eux-mêmes, le gouvernement, ils font entrer la drogue. Ils cheminent la drogue là vers les dealers afro-américains qui vendent ça aux afro-américains. Et ensuite, ils récupèrent l'argent de ça pour aller financer la rébellion. Et c'est comme ça là qu'à une certaine époque de 80 jusqu'à, disons, 95, comme ça, c'était la débandade de la drogue dans la communauté afro-américaine. Rien ne se passe dans un pays sans la volonté du gouvernement. Rien. Si tu veux combattre le grand banditisme, en tant que dirigeant d'un État, tu vas combattre ce grand banditisme-là. Mais si tu es laxiste, tu auras les problèmes comme les Boko Haram, les Amba Boy, les Seleka à l'Est et consorts. Oui, parce que le gouvernement est laxiste. En plein droit là, vous vous rendez compte, il y a des enfants qui se lèvent, ils prennent des machettes, des couteaux, ils vont dans des snack bars à 18 h, ils vont agresser des gens en pleine journée, ils vont en vague, ils vont agresser les gens, on les appelle les microbes. Mais où sont les gendarmes et les policiers qui sont censés diriger, n'est-ce pas, la sécurité dans ces grandes villes? Dans cette grande ville surtout qui est Douala. En plein Douala, si les enfants sont capables de le faire, ce n'est que normal qu'on kidnappe les Camerounais à gauche, à droite ou nord, ou là où tout est détruit. C'est le gouvernement qui est responsable de la sécurité et des personnes et des biens. C'est le gouvernement qui est responsable du contrôle des produits consommés sur le territoire. Donc, si vous constatez qu'il y a des populations qui font du n'importe quoi et que le gouvernement ne réagit pas, vous devez poser des questions au gouvernement. C'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne ici au Royaume-Uni. Tous les jours, les députés posent des questions aux membres du gouvernement par rapport à ce que les populations vivent au quotidien. J'ai dit tous les jours au Common Law ici.
de la Chambre des communes. Tous les jours, les députés font face aux membres du gouvernement. Tous les jours. Et chaque semaine, le Premier ministre qui est le chef de l'État, le chef du gouvernement, il est comme le président. C'est lui le président. Chaque semaine, il est face. Il est dans la Chambre des représentants ici en train de répondre aux questions. Chaque semaine, on lui dit que, mais l'autre jour, par exemple, à Birmingham, il y a des gens qui ont attendu le bus pendant 2 heures. Le bus n'est pas venu, le bus était en retard. Pourquoi le bus était en retard? L'autre jour, là-bas, il y avait un embouteillage, machin, truc, patati, patata. Pourquoi il y a eu cet embouteillage? Mais la route là qu'on devait arranger normalement, on a inscrit ça dans le budget ici. La route là, mais on voit que la route là n'est pas encore arrangée. Pourquoi? Et le gouvernement s'explique. Il dit tous les jours que Dieu a créé ici, le gouvernement s'explique devant les représentants du peuple, les députés. Tous les jours. C'est ça qu'on appelle la réelle démocratie. Je dis tous les jours. Il n'y a pas un jour, ça. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça qu'on dit diriger. C'est quand on dit diriger un pays. Pourquoi les bêtises qui se passent là, partout là-bas, ne se passent pas dans les pays développés, c'est qu'ils sont réellement dirigés par des dirigeants compétents. C'est parce que nos dirigeants dans un pays comme le Cameroun, ils sont tous des incompétents, des jouisseurs patentés. Mais vous vous rendez compte, voilà un évêque qui a plus de 60 ans, qui fait des appels vidéo avec une petite fille de 22 ans tous les jours, en train de lui demander des fesses, de lui faire des propositions indécentes. Ah, je veux que tu couches avec un autre garçon et puis vous filmez, vous m'envoyez la vidéo, je veux voir ça. Après, je veux qu'on fasse un plan à 3 avec une autre fille. Je veux vraiment... Un évêque qui a plus de 60, il a presque 70 ans. Non, il a plus de 60 ans, le type là. Évêque d'Obala. Hein? Voilà ces vidéos qui se retrouvent partout maintenant. Vous avez un commissaire de police, en plus de directeur de la police du centre, qui est dans son bureau, à côté de la photo de Paul Biya, avec 2 de ses policières, une commissaire et une officier de police, en train de se lécher. Hein? En train de se lécher. Vous avez un préfet qui fait des appels vidéo avec des jeunes filles, il est en train de s'astiquer le sgeg en vidéo, jusqu'à ce que la jeune fille capture et partage. Un préfet. Vous avez l'autre qui sort avec une fille, et après il constate que la fille sort avec un autre garçon plus jeune, il tue la fille. Et après il dit que non, son âme, il a dégainé son âme comme ça, là, et puis la balle est partie au hasard. Jalousie. Oh, il est marié. Et des scandales comme ça, vous avez, je crois, il y a un colonel là qui était mort sur une petite fille de 16 ans. C'était un colonel ou un général. Il est mort sur une petite fille de 16 ans à l'auberge. Quand il a gagné. Après, quand ça voulait sortir, c'est la crise cardiaque. C'était trop bon. C'est un général, non? C'était un général ou un colonel? Rappelez-moi encore, s'il vous plaît. C'est un général ou un colonel. Et sur la petite fille de 16 ans. Non, il y a aussi un préfet. Non, mais il y a aussi un général ou un colonel comme ça. Ça, vous me parlez du préfet là. Le petite fille de 16 ans, il joue, et puis le crise cardiaque, il est mort. Voilà votre pays. Voilà comment le pays là est dirigé. Pas des jouisseurs patentés. Incompétents, rien dans la tête. Les gars ne pensent pas au peuple, ils pensent seulement à comment est-ce qu'ils vont jouir. Au sommet de l'État, vous avez la première dame qui s'envoie en l'air avec le secrétaire général à la présidence de la République. Donc, et cela se fait au vu et au su de tout le monde. Pourquoi est-ce que les autres ne vont pas se comporter pareil? Si déjà tout le monde sait que la première dame cocufie le président, c'est-à-dire que Chantal Biya cocufie Paul Biya.
Nyox avec Ngongo, le plus proche collaborateur de Paul Biya. C'est pas moi qui dis, c'est un journaliste de l'ancien journaliste de la CIATV qui était très proche de la présidence de la République qui a fait ces révélations. Moi, je vous avais déjà dit ça de source sûre, mais ce journaliste est venu confirmer. Je vous avais fait passer la vidéo ici, non? Le jour où le scandale a éclaté. Mais est-ce que vous avez entendu que ça a créé scandale au Cameroun? C'est parce que tout le monde sait. Dans le gouvernement, tout le monde sait. C'est pour ça que ça n'a pas créé un scandale. Parce que dans un pays normal, si c'était faux, c'est que même le ministre de la Communication a communiqué, mais c'est très grave. Parce que si ça vient d'un ancien journaliste réputé et très connu à la CIATV. Il a travaillé à la CIATV, il a travaillé dans les radios camerounais, il était tout le temps à la présidence, il a interviewé des présidents de la République. Pour lui de dire quelque chose comme ça, d'affirmer quelque chose comme ça là, ça veut dire que c'est très grave. Mais est-ce que vous avez vu au Cameroun quelque chose a bougé ou bien quelqu'un a même fait allusion à ça? Non. C'est justement parce qu'ils savent tous que c'est la vérité. Parce que quand moi, Max Seigneur, je vous disais ça ici depuis 2019, vous croyez que non, Max Seigneur lui parle seulement comme ça, machin, machin. Maintenant que le gars est venu, il a dit ça. Hein? C'est ça la réalité. Et en plus, vous avez des gendarmes qui passent leur temps à fracasser le derrière des jeunes Camerounais. Des gendarmes. C'est-à-dire qu'ils ont des petits Camerounais à l'ouest là-bas, à l'ouest du Cameroun. Ou c'est à Bafoussam, ou je ne sais pas, oui, je crois que c'était à Bafoussam. Des gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a un commandant de brigade là-bas qui tout le temps, il part, il prend les petits garçons, il les amène à la brigade, il boum, fracasse leur derrière. Des petits enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Voilà le pays. Il saccage les derrière des enfants, des jeunes garçons comme lui. Voilà le pays. Voilà le pays. Des dirigeants incompétents, cyniques, sadiques, pervers. Amougou Belinga, par exemple, Amougou Belinga couchait avec sa propre fille, bon, la fille de sa femme. Une enfant qu'il a portée. Elle était bébé. Et il couchait avec elle seulement quand elle avait ses menstrues. Quand elle a grandi, elle a commencé à avoir ses menstrues. Amougou Belinga a commencé à coucher avec elle. Et il couchait avec elle seulement la période où elle avait ses menstrues. La petite fille là a parlé ici, parler, faire des témoignages, parler. Quelqu'un a dit à Amougou Belinga que mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Finalement, la petite fille est dans des conditions vraiment très mystérieuses. Elle est morte. Quand ça commençait déjà à devenir un peu, elle est décédée. La petite là. Un pays formidable. Un pays formidable. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun, chien mange chien. Le seul moyen actuellement de faire tomber ces gens, c'est un soulèvement populaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais pour qu'il y ait un soulèvement populaire, il faut vraiment qu'il y ait un leader de l'opposition. Avec les gens que moi je vois là, les gens qui se discutent un bulletin de vote. Non, la couleur, si c'est moi qui ai choisi en premier. Non, vous ne pouvez pas. Monsieur le juge du Conseil constitutionnel, vraiment n'acceptez pas qu'il ait eu même couleur que moi. Un machin, un malin, c'est monté, c'est descendu. C'est ces gens-là qui n'arrivent même pas à s'entendre sur une couleur de bulletin de vote qui vont s'unir pour renverser le régime. Camerounais, pardon, ne me dites pas qu'on va laisser notre pays entre les mains de ces gens pour 50 ans. Encore. Non, c'est pas possible. Parce que ces gens ont tout prévu. Je vous dis le chemin. La validation de la candidature de Biya actuelle, c'est dans le but de le proclamer vainqueur des résultats, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis toujours les choses. Hein. Après, vous avez dit Max Seigneur est monté, Max Seigneur est descendu. Mais moi, j'ai dit toujours les choses. Et ça arrive toujours. Voici ce qui va se passer. Ils vont faire passer une loi de la modification de la constitution du Cameroun. Ils vont installer le poste de vice-président.
C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis 2019. Ils vont installer un poste de vice-président et c'est par rapport au poste de vice-président là qu'ils vont installer le dauphin de Biya. Et maintenant, c'est à ce moment qu'ils vont déclarer n'est-ce pas, l'incapacité de Biya à continuer et le vice-président va prendre les choses en main pour faire perpétuer le régime. J'ai trahi. Après, ne venez pas dire que vous n'étiez pas au courant, parce que c'est toujours comme ça que je vous dis. C'est depuis 2019 que je vous dis que les gars sont en train de travailler sur comment installer un vice-président au Cameroun. Vous avez compris, non? Donc, le projet du régime Biya, c'est de continuer, c'est de perpétuer ce régime à vitam aeternam. Et le seul moyen de les renverser, c'est que les Camerounais décident, dans toutes les villes du Cameroun, à faire une grève nationale. J'ai dit une grève nationale. C'est le seul moyen de les renverser. Une grève nationale, 2 jours seulement, ils vont fuir. C'est-à-dire que quel que soit le moyen que vous allez procéder, grève nationale, on paralyse le pays, en 2 jours, il fuit. Vous n'avez pas besoin de casser. Pas besoin de casser. Sauf que vous ne faites rien. Pas d'activité, grève nationale, pas d'activité. Ils disent que oh, c'est monté, c'est descendu, vous allez pleurer dans vos maisons, nanani, nanana, ou bien vous restez dans vos maisons. C'est ce qu'on appelle souvent les villes mortes. Mais moi j'appelle ça une grève nationale. Vous restez dans vos maisons, vous fermez la porte à double tour, triple tour. Personne ne va travailler, personne ne sort, personne ne fait aucune activité. Donnez-nous l'espace libre là pour 2 jours seulement, ces gars partent. Le problème de Maurice Kamto, c'est qu'il ne veut pas entrer dans une rébellion ouverte. Parce qu'il ne veut pas, n'est-ce pas, verser le sang des Camerounais. C'est ça le problème de Maurice Kamto. Sauf que, quand vous prenez Maurice Kamto, vous mettez de côté, quelqu'un comme Maurice Kamto, vous mettez de côté, vous laissez la porte ouverte à quelqu'un de radical. C'est ce qui s'est passé au nord-ouest et au sud-ouest. Les fédéralistes, quand les fédéralistes tenaient la lutte, c'était des manifestations pacifiques. Les fédéralistes donnaient toujours les mots d'ordre de manifestations pacifiques. Quand ils ont arrêté tous les leaders fédéralistes, ils ont mis en prison. Les sécessionnistes, les leaders sécessionnistes maintenant ont émergé. Et là, ce n'était plus manifestation pacifique, c'était attaque. Les gars ont attaqué les brigades, ils ont attaqué les commissariats, ils ont récupéré les armes à feu des policiers. Et c'est comme ça que la guerre a commencé au nord-ouest et au sud-ouest. Ah oui, hein, c'était devant nos yeux ici. Donc, éliminer Maurice Kamto, l'homme de paix, comme ils l'ont fait, c'est trop sale. Parce que le Cameroun là, risque de se transformer en Haïti. Si jamais les informations que nous on a, ça va être vrai. Quand ça va exploser là, c'est le peuple camerounais encore qui va subir. Parce que ces gens vont vous utiliser comme des chairs à canon. Ah oui, Maurice Kamto voulait éviter à tout prix que ce genre de choses arrive. Et forcément, quand vous évitez, n'est-ce pas, des revendications pacifiques, automatiquement, vous donnez la place à des révolutions violentes. C'est comme ça. C'est automatique. C'est automatique. Donc, pour que ce genre de choses n'arrive pas, il faut que les Camerounais se décident. La société civile a été phagocytée. Mais il faut vraiment que les Camerounais se décident. Et il faut que quelqu'un soit vraiment courageux et prenne les devants. Parce que nous là qui sommes à l'extérieur, malheureusement, on ne peut pas prendre les devants. On nous empêche même de venir au pays. Parce que s'il y avait moyen de venir au pays, on serait venu. Mais les gars nous empêchent même d'accéder aux ambassades. On n'a pas de documents, on n'a rien pour venir dans ce pays-là. On ne prend pas l'avion comme si on prend le taxi. Vous voyez? Donc il faut que la société civile camerounaise se mobilise pour annoncer une grève généralisée. Et le seul mot d'ordre, c'est la démission du régime RDPC. On paralyse le pays. Parce que tant que le pays fonctionne, ils ont la signature pour aller endetter le pays encore, endetter encore, endetter encore. Et ils endettent le pays pour mettre l'argent dans leur poche. Ne laissez plus ces gens parler en votre nom.
Parce que vous ne pouvez pas laisser des bandits internationaux, comme le professeur Bayebek disait, parler en votre nom. Il faut une grève générale et généralisée dans tous les secteurs du Cameroun. Je dis bien tous les secteurs. Ils veulent diriger, et bien qu'ils dirigent alors les rues vides. C'est tout. Personne ne sort, tout le monde reste dans sa maison, dans sa barrière. Vous achetez des vivres, vous mettez, et puis tout le monde reste à la maison. Personne n'entre, personne ne sort. Ils vont rester comme ça, là, eux-mêmes ils vont dire que non, c'est plus possible. Et quand il y a grève généralisée, tous les partenaires internationaux mettent stop aux collaborations. C'est-à-dire que FMI stop collaboration, Banque mondiale stop aux collaborations. Tous les partenaires internationaux vont d'abord mettre pause à toutes les collaborations. Donc ils n'auront plus de ressources, ils n'auront plus d'argent. Ceux qui leur livrent les armes et les munitions ne vont plus livrer parce qu'ils n'auront plus de ressources, ils n'auront plus rien. Ils vont leur dire réglez d'abord le problème politique de votre pays avant de revenir vers nous. Ah oui, vous ne le saviez pas? Eh bien sachez-le. Si vous faites une grève généralisée, ce gouvernement n'aura plus de ressources parce que leurs ressources dépendent de vous. Des impôts que vous payez, du carburant que vous payez tous les jours, que vous achetez tous les jours, des activités que vous menez, aller au marché, prendre le taxi, toutes ces activités-là, c'est ça qui leur permet de vivre. Parce que tant que vous faites tourner la société, eux, ils récoltent des bénéfices. Donc si vous mettez stop, tous les taxis sont garés, tout le monde reste à la maison. Personne ne sort, personne ne voyage, personne ne part, rien, on ferme tout, on ferme les boutiques, on ferme tout, on reste à la maison. 3 jours, 2 jours seulement, ils vont partir. 2 jours seulement, ils vont partir. Vous avez vu à l'époque, dans les années 90, les villes mortes avaient poussé pour bien négocier. Les villes mortes seulement avaient poussé pour bien négocier. Parce que le problème avec les grèves généralisées, c'est qu'ils ne peuvent pas venir vous chercher chez vous pour vous dire, pour vous forcer à aller travailler. C'est ça. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre une décision radicale. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Regardez comment les Sénégalais ont fait pour que ça change chez eux. Regardez comment les Burkinabés ont fait. Vous êtes là, vous avez des salopards qui sont camerounais, qui passent le temps à encourager. Oh, Ibrahim Traoré, oh, Assimi Goïta. Ils ne vous disent pas comment ça s'est passé pour que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani prennent le pouvoir dans leur pays. Vous avez vu le balai citoyen au Burkina Faso, comment les gars ont bazardé Compaoré par la fenêtre. Il a fui par la fenêtre. Maintenant, Compaoré est assis quelque part, je ne sais pas où il est en Côte d'Ivoire, il est en train de manger le pain avec le top banana. Il mange le pain avec le top banana. Qui lui crut que Compaoré? On a vu une photo de Compaoré. Il était en train de manger le pain sec. Et il avait le top banana. Et il était dit, ah maigre comme ça. Donc c'est Compaoré ici comme ça. Le grand Blaise Compaoré. Mais on l'a balayé. Faut pas, je sais pas, ces gens, ils sont d'abord au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien, ces gens-là? Vous êtes des millions. Vous êtes des millions. Il suffit seulement que Yaoundé et Douala soient paralysés. Le nord va suivre, l'ouest va suivre et ils vont fuir. Ils vont fuir. Ça commence par Douala. Dans les quartiers, les secteurs à Douala, vous restez à la maison. Dans la nuit, vous mettez les cailloux en route. Aucune voiture ne doit passer. Vous mettez juste les cailloux. Vous rentrez dans vos maisons. On ne va pas vous arrêter pour dire que mais pourquoi vous n'êtes pas sorti de chez vous. Donc vous ne faites pas face à la justice. Vous ne sortez pas juste de chez vous. C'est tout. Douala est paralysé. Le Cameroun commence à voir. Yaoundé suit. Après, vous allez voir, le nord va suivre, le sud, tout. Et puis c'est bon. Même si le sud ne suit pas, dès que les deux villes du pays, Douala et Yaoundé, sont paralysées, dès que Douala est déjà paralysé, Yaoundé va aussi se paralyser. Parce que Yaoundé vit grâce à Douala. Le Cameroun vit grâce à Douala. C'est la porte d'entrée principale du Cameroun. C'est par là-bas que les bateaux viennent. Ils ont fait le port à Kribi là-bas, mais ce n'est pas comme à Douala. Donc si Douala commence, tout est barré.
Rien ne passe. C'est le carrefour du Cameroun. Douala, c'est le carrefour du Cameroun. Ça veut dire plus d'avions. Les avions ne vont plus atterrir à l'aéroport. On bloque tout. On bloque tout. Il faut ça. C'est ce qu'il faut actuellement, à l'heure où je vous parle. C'est ce qu'il faut. Parce que si on veut seulement suivre ceux-ci qui disent qu'ils sont les opposants, ils vont rien nous apporter. Les gars vont dire que Biya a gagné. Le même soir même, ils vont dire oui, on accepte que Biya a gagné. Et puis ce sera fini comme ça là. C'est leur rôle. C'est pour ça qu'ils sont là. Les gars sont incapables de s'entendre pour faire un bulletin unique. Ils se disputent plutôt les couleurs des bulletins. Ce sont eux qui vont s'entendre pour renverser le régime. Pardon, laissez ça. Le destin du Cameroun se retrouve entre les mains des Camerounais. Partagez ça à tout le monde. Le destin du Cameroun, ça se retrouve entre les mains des Camerounais. Les Camerounais eux-mêmes. Vous décidez, plus de benzikin, plus de taxi, plus rien. Vous faites les courses. Gardez chez vous. Achetez à manger, achetez. Gardez à la maison. Et puis vous ne sortez pas. 2 jours, 3e jour là, les gars là vont fuir. Ils vont partir parce que à ce moment-là, ce sont les partenaires internationaux qui vont dire non, 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 partez. Partez. Parce que si le seul mot d'ordre, c'est que ce gouvernement démissionne, on ne veut plus entendre parler de... On va leur dire partez, puisqu'on ne va plus leur donner l'argent. Ils ne pourront plus aller faire les prêts, ils ne pourront plus aller signer des partenariats, ils ne pourront plus rien signer parce que tant que vous paralysez le pays, eux aussi sont paralysés. Et donc, ils vont fuir, ils vont démissionner, ils vont partir. C'est tout. C'est le seul moyen. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Personne n'a dit à quelqu'un de prendre les armes pour tuer, pour casser. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Ça peut se passer en 2-3 jours. Grève généralisée. Personne ne sort. Personne n'entre. Personne ne sort. Tout le monde à la maison. Voilà, ils ont encore envoyé. Attends un peu. Voilà, attendez, j'envoie d'abord. Voilà. Attendez, je filme. Je vais vous montrer ce que les salopards ont fait de mon live maintenant là. Une fois de plus. Je passe sur mon téléphone. Voilà. Attendez 2 secondes. Live restreint. Ils ont mis, quelqu'un a signé. Voilà. Les gars ils ont réussi encore une fois de plus à signaler mon live. Malheureusement. Ils ont réussi une fois de plus à signaler mon live. Et puis, je pense que je vais devoir le couper. Je vais devoir... Attendez, je vais un peu voir si je peux... expulsé de mon live, carrément j'ai été expulsé de mon live. Voilà. Voilà. Ton live a été signalé pour discours et comportement haineux. Des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de ton live. Voilà ça. Donc voilà leur travail. Et c'est comme ça depuis quelques jours. Donc à chaque fois, c'est ce que je reçois comme notification. J'ai décidé maintenant qu'à chaque fois que je reçois ce genre de notification, je vous fais parvenir ça, je vous montre ça à l'écran, vous voyez vous-même. Voilà, c'est comme ça là qu'on maltraite ma page depuis un certain nombre de temps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live. Et puisque j'avais même déjà d'ailleurs fini mon live, TikTok, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas me museler avec
ne pourra pas me museler. C'est comme vous voulez, vous ne pourrez pas me museler. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. J'espère que vous avez bien suivi. Seule une grève généralisée, un soulèvement populaire pourra renverser le régime de Yaoundé. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Merci au Modo. Merci à ceux qui ont partagé et ont liké. Merci à tous qui ont suivi le live depuis le début jusqu'à la fin. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le live du début à la fin, le live sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Marc Seigneur officiel d'ici demain à partir de 10h, heure de Yaoundé. Sur ce, passez une bonne soirée, c'était Marc Seigneur. Et je reviendrai très certainement